Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelque stade qu'elles en soient. Je suis Claire Virose. Ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je vous donne rendez-vous ici tous les lundis avec un nouvel invité pour, à votre tour, oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Élise. Ancienne chargée de communication, Élise a ouvert sa boutique de friperie vintage, Belle Lurette Vintage Shop, en Vendée. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo Belle Lurette Vintage Shop, où elle totalise plus de 5000 abonnés et où elle partage son quotidien d'entrepreneur. Après avoir fait un apprentissage pour devenir coiffeuse, Élise sent que ce n'est pas pour elle et décide de devenir maman au foyer pour élever ses 3 enfants et soutenir son mari entrepreneur. 5 ans plus tard, elle décide de reprendre une activité professionnelle. Elle commence comme hôtesse d'accueil dans une boîte et gravit très vite les échelons pour devenir chargée de communication. Élise a toujours été force de proposition et pleine d'idées créatives. C'est en faisant les brocantes avec son fils, comme tous les dimanches matins, qu'elle a le déclic pour lancer sa friperie. Elle entend un groupe de jeunes d'une vingtaine d'années se plaindre de ne pas trouver de friperie dans la région vendéenne. Elle décide alors de tout plaquer et d'ouvrir la première friperie de la région dans l'une des rues les plus commerçantes de la Ranche-sur-Yon. Elle ouvre alors une boutique de 250 mètres carrés et a aujourd'hui plusieurs employés. Élise souhaite transmettre sa passion pour le vintage et l'économie circulaire. Alors avec Élise, on a parlé de son parcours, comment faire face au jugement quand on est une mère de 3 enfants et qu'on souhaite devenir chef d'entreprise, comment financer l'achat d'une boutique, les travaux auxquels elle ne s'attendait pas, sa passion pour le vintage et son quotidien d'entrepreneur. J'avais très envie de recevoir une invitée qui a ouvert une friperie, car c'est un rêve de beaucoup d'auditeurs et surtout qui a ouvert une boutique physique. Élise nous donne des conseils très concrets et ça donne qu'une envie, ouvrir sa propre boutique. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Élise. Bonjour Élise, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour et merci à toi de m'écouter et de m'avoir proposé de participer à ton émission. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors, je suis dirigeante d'une friperie en Vendée et autour d'un concept store en fait. C'est un concept store autour du vintage. Alors, franchement, j'avais hâte d'entendre ton témoignage, que ça a été une demande des auditeurs d'Oser la reconversion, d'avoir un témoignage de friperie. Je pense que c'est un rêve pour beaucoup. Et ça n'avait rien à voir avec ton premier métier. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Alors, moi, j'ai eu un grand parcours. J'ai fait beaucoup de choses. Le tout premier, à l'âge de 15 ans, je suis partie en apprentissage coiffure. Donc, j'ai fait mon CAP et mon BP. Donc, je pourrais avoir un salon aujourd'hui. Et puis, en fait, un petit peu une erreur de parcours, tout simplement. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses de ses mains, qui est extrêmement manuel, qui a beaucoup d'idées. Et c'est vrai que je pense qu'il y avait ça qui ressortait du collège et j'avais pris la coiffure pensant que. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, je me rends compte, ça a été une erreur, mais c'est pas grave. Pour moi, ça a été quand même bénéfique. J'ai quand même appris le commerce. Et ensuite, j'ai rencontré mon mari et c'est vrai qu'après, lui a aussi une entreprise. Il a repris une entreprise et ce qui fait que j'ai mis ma vie entre parenthèses pendant 5 ans où j'ai pris un congé parental et je me suis occupée de mes enfants. Donc, j'étais à la maison pour que lui puisse développer son entreprise plus tranquillement, plus facilement. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'après... alors, je regrette en rien d'avoir élevé mes enfants. J'en ai des super souvenirs, mais c'est pas non plus super épanouissant d'être à la maison. Il y a une vie sociale quand même qui est coupée. Donc, j'avais quand même envie, parce que j'ai 3 enfants, donc à partir de mon 3e, quand il a eu 1 an, de retourner travailler. Et donc, de là, j'ai trouvé ce travail d'hôtesse d'accueil dans une entreprise et toujours le côté où j'ai 1000 idées à la seconde, etc. C'est vrai qu'en fait, l'équipe marketing m'a repéré et m'a demandé de les rejoindre. Ce qui fait qu'après, j'ai dû être dans cette équipe pendant à peu près 3-4 ans. Tout ce qui était marketing, communication. Pourquoi t'as pas aimé coiffeuse ? Est-ce que du coup, t'as jamais exercé en tant que coiffeuse ? C'était à l'école, en fait, que tu t'es... C'est ça. Qu'est-ce qui t'a pas plu ? Alors, je ressentais au fond de moi, mais vraiment, et ça, je le perçois encore plus aujourd'hui, que quand je suis sortie du collège ou quand j'ai pris cet apprentissage coiffure, je regardais déjà d'un œil ces patrons de salons de coiffure ou même mes patrons qui avaient 3 salons et de me dire « Waouh, c'est génial, ils ont leur commerce ». Et je ressentais déjà à l'époque
de me dire « Ah, j'aimerais bien un jour avoir moi aussi mon propre commerce ». Et je m'en souviens déjà qu'à 15-16 ans, à me dire « Moi aussi, un jour, j'aurai mon propre salon, en fait ». Donc, comme quoi, tu vois, c'était déjà quelque chose en moi qui m'habitait de se dire « Un jour, tu auras ton propre truc ». Et puis, je sais pas. J'ai fait 3 ans d'apprentissage. Après, on change de patron. Je suis tombée après avec une autre patronne. Et puis, les choses n'étaient pas pareilles. Ça s'est passé différemment. Et non, cette envie, une fois que le BP, mon brevet professionnel a été passé, je l'ai eu. Mais vraiment, cette envie d'arrêter. Maintenant, tu vois, j'avais 18 ans. Alors, je suis déjà vieille. J'ai 38 ans, ça fait déjà 20 ans. Waouh, c'est la claque. Donc, du coup, je me souviens plus trop du pourquoi, du comment, mais je me souviens qu'il me fallait cette pause après. Il fallait que je m'arrête. Et puis, après, les choses se sont enchaînées quand j'ai rencontré mon mari. On a eu notre fille. Et puis, j'avais trouvé un emploi qui était dans les voitures et j'étais en 2-8. Donc, un coup, je finissais à 21h le soir ou la semaine d'après, je commençais à 6h les matins. Et on avait cette époque où il fallait gérer notre fille, on se l'échangeait et c'était un peu compliqué, surtout lui qui reprenait son entreprise à ce moment-là. Donc, quand j'étais de soir obligée de regarder sa montre et de se dire, là, il faut que je parte récupérer ma fille, ou à l'inverse, c'était tôt les matins. Et c'est vrai que rapidement, en fait, dans la vie de couple, ou tout simplement de se dire, enceinte du deuxième, est-ce que tu prendrais pas un congé parental? Essayons de voir ce que ça donne pour que moi, je puisse essayer de développer plus tranquillement mon entreprise et voir comment ça se passe. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, je suis quand même restée 4 ans, un peu plus de 4 ans à la maison à m'occuper des enfants. Quand tu étais dans ton entreprise ou après tu es passé au marketing, donc tu t'es fait repérer. Quel conseil tu donnerais? Parce que comment se faire repérer quand on est au test d'accueil, ça doit pas être évident. Quel conseil tu donnerais justement aux auditeurs qui ont envie de monter les rangs un peu? Ça dépend après dans quelle entreprise on est, mais c'est vrai qu'en fait, je sais pas, c'était des choses qui étaient passées à la télé et puis à me dire tiens, mais là, on pourrait jouer sur ça, sur tel mot, sur telle citation. Et puis, je m'étais beaucoup intéressée aussi à tout ce qui était Photoshop. J'aime beaucoup tout ce qui est le monde de la photo. Et j'avais fait des propositions de couverture de catalogue en disant tiens, ça pourrait être des choses comme ça. Même aussi pour des encarts publicitaires, parce que ça, c'était le plus gros du travail. Donc, à faire pas cette mise en scène, mais tu vois ce que je veux dire, ce travail d'un bel encart publicitaire avec le slogan qui va bien. Et c'est vrai que moi, je suis assez à l'aise avec ça. Et voilà. Et puis, c'est vrai que le téléphone, je commençais aussi à me lasser, puisque c'est vrai que répondre toute la journée, ça me correspondait un peu moins. J'aimais beaucoup donner cette belle image de l'entreprise au téléphone, mais j'avais ce besoin créatif. Voilà, c'est ça. Ce côté créatif qui me manquait, parce que je suis une créative. Et ça s'est fait tout naturellement, en fait. Tout de suite, ça s'est fait. Et là, je me suis vraiment éclatée. Alors, tu as fait ça pendant 6 ans? Alors, j'étais dans cette boîte, oui, c'est ça, pendant... Alors, attends, je suis perdue dans les années. 2014 à 2020, ouais, c'est ça, 6 ans, sauf qu'avant, j'ai dû faire peut-être 1 an et demi, 2 ans d'hôtesse d'accueil. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé après à quitter? Parce que pour toi, ça avait l'air d'être un peu... C'était l'éclate au début, puis après, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te lasses un peu? Alors, c'est pas que je me suis lassée, c'est qu'en fait, Alors moi, ma passion, c'est vraiment, j'adore ça, c'est chiner. J'adore les dimanches matins, si tu veux, partir avec mon fils, c'est notre rituel, on se lève tôt, on fait des vides-greniers, on adore chiner. Moi, je m'intéresse beaucoup aux objets anciens, tu sais, à la qualité des objets, des choses comme ça. Et en fait, j'avais déjà, comment dire, au fond de moi, j'ai pris conscience, voilà, c'est ça. J'avais pris conscience de cette surconsommation, si tu veux, de dingue, de gens qui exposaient, même quand tu vois, j'allais dans des recycleries, des choses comme ça, à me dire mais c'est pas possible quoi. On croule alors qu'aujourd'hui, enfin pour moi, à mon sens, je pense qu'il y a assez de choses d'occasion plutôt que d'acheter neuf. Et c'est vrai qu'en fait, j'avais pris cette conscience-là et depuis 2 ans en fait,
j'avais fait chez moi moi qui étais pourtant une fashion addict, j'étais tout le temps rendue la première au solde, etc. Je commandais énormément en ligne. Et puis, ben, si tu veux, d'avoir pris de conscience de cette consommation juste folle, j'avais regardé aussi une émission à la télé qui était c'était Amazon. Et puis, c'était aussi sur les vêtements, comment nos vêtements sont produits. Tout ça avait fait que dans ma tête, ça avait été le déclic à me dire, mais c'est juste pas possible. Il faut qu'on arrête cette surconsommation qui fait du mal à la planète et puis à l'humain aussi. Donc déjà, il y avait ça enfoui en moi où j'avais changé un petit peu ma façon de voir les choses un petit peu déjà chez moi. Et je sentais qu'il y avait quelque chose à faire autour de ça. Et puis en plus de ça, moi je prends un vrai plaisir, j'adore ça sur la décoration, à décorer ma maison. Et j'avais aussi de plus en plus de demandes de gens en fait qui me disaient mais c'est trop beau, t'as trouvé ça où? Est-ce que tu pourrais pas trouver ça pour moi, chiner ça pour moi? J'avais une vraie demande. Et puis je sais pas comment t'expliquer ça. Je ressentais comme ce truc poussé en moi à l'intérieur de se dire, enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment un ressenti de ressentir que ce serait peut-être le moment, tu vois, de faire quelque chose. Et je commençais même à en parler à mon mari, à me dire, tu sais, j'ai envie de créer un truc là. Je le ressens vraiment en moi que ça y est. Est-ce que peut-être parce que les enfants ont grandi maintenant, parce que c'est vrai que je me suis beaucoup occupée d'eux et c'était ma priorité, à me dire, bon, je me sens prête, mais dans quoi? Et je ressentais qu'il y avait quelque chose à faire, encore une fois, sur tout ce qui était un peu la brocante, sur le mieux consommer. Donc, je me cherchais dans quoi? Donc, après, à me dire, donc tout le temps en travaillant, hein, d'ailleurs, c'est très drôle parce que je me revois dans mon bureau à faire des choses pour le marketing, mais il y avait toujours dans mon esprit, à toujours essayer de trouver ce truc que je me cherchais, quoi. Et donc à me dire, bon, sur tout ce qui est Chine, tu sais, chiner des choses, brocante, avoir un magasin de brocante, il y en a déjà beaucoup. Pour moi, c'est vraiment pour les vrais pros. Je me considérais pas comme les vrais pros, là, les vraies belles brocantes. Je me voyais pas vraiment sur ça. Après, je m'étais cherchée plutôt tu sais, un genre de salon de thé. Parce que pareil, dans la ville où je suis, il n'y a pas forcément ces choses-là, mais le salon de thé brocante. C'est-à-dire, tu viens, tu prends ton temps, tu es dans une super décoration, l'espace super bien décoré, un super endroit. Et puis, si tu as envie, tu repars avec les assiettes, les tasses, les chaises et des choses comme ça. Ça m'avait germé tout un moment à me dire, ah ouais, ça pourrait être sympa. Et puis après, à me dire, mais Élise, tu vas servir des cafés ou faire des gâteaux tous les jours. En fait, enfin, non, quoi. Et tu sais, des fois, moi, je suis très à croire aux signes du ciel, à des petits trucs comme ça qui t'arrivent. Et en fait, c'est un dimanche matin, toujours. Je chine encore avec mon fils tôt le matin. Et là, je croise des jeunes avec des cabas entiers. Et c'est vrai que plus ça allait et plus je voyais que j'avais de plus en plus de jeunes quand même qui allaient sur les vides-greniers, les Emmaüs, les écocycleries, acheter énormément de vêtements de seconde main. Et là, j'en voyais en train de remplir des sacs et je les entends dire c'est ça, il y en a marre, il y a que des enseignes comme Bisbee, H&M, etc. Il y en a marre de ces trucs-là. On ne sait plus où s'habiller. Et en fait, ça m'est resté dans la tête, quoi. Et à me dire, mais oui, c'est vrai, il n'y a pas de friperie en Vendée. Dans le département où je suis, il n'y en a pas. Il y en a dans les villes aux alentours, mais il n'y en a pas sur le département de la Vendée. Et puis c'est vrai que moi, en plus de ça, j'étais la première. Quand on se déplace avec mon mari dans les grandes villes, on aimait bien aller dans les friperies, mais ça m'était jamais, tu vois, jusqu'ici, j'avais jamais tilté du truc. Et il m'a fallu ce dimanche matin-là d'entendre ces jeunes avec ce gros ras-le-bol à se dire c'est plus aller s'habiller, on veut plus aller en fait dans les centres commerciaux ou avoir de la fast fashion qui m'a créé ce déclic-là en fait. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Donc là, tu entends ça et ça te reste dans la tête. Et quel a été le déclic Ça pour me reste passer dans à la l'action? Eh bien, en fait, donc là, après, parce que c'est vrai qu'aussi, comment dire? Je pense qu'aussi, on a du mal des fois à réfléchir ou à se trouver quand le cerveau n'est pas posé. C'est vrai que moi, j'étais aussi donc très prise dans mon travail avant. Après, tu arrives à la maison, tu es une maman, j'ai 3 enfants, tu t'occupes, etc. Et t'as pas vraiment le temps de trop penser à toi. Et le déclic s'est fait quand on est parti en vacances. On est parti en vacances en Espagne. Et je reparle de tout ça à mon mari, de
comment dire, c'est pas que j'en avais gros sur le cœur, mais vraiment de ce truc-là, dire j'ai envie de faire quelque chose et puis je me cherche et puis j'ai entendu ça et tout. Et puis dans la conversation, à lui dire, mais oui, il n'y a pas de friperie en Vendée. Il y a peut-être un truc à faire autour de ça. Et je m'en souviens, je me reverrai tout le temps sur cette terrasse, quoi. Et là, tout de suite, il me dit, mais il n'y a pas de souci. Si tu as envie, je prends rendez-vous à la Chambre des commerces la semaine prochaine et on y va ensemble, on va aller exposer ton idée. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, en fait, tout s'est enchaîné extrêmement vite, très très vite, et ça m'a même carrément dépassé. Parce que du coup, c'est la première fois que un invité me parle qu'il a commencé par la chambre, la CCI. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en fait? Quel est ce rendez-vous? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, tout simplement, la Chambre des commerces, moi je trouve ça super. Ça permet en fait qu'ils te guident. Moi, vraiment, ça serait une recommandation à toute personne qui veut se lancer de les contacter. Ils sont pas dans le jugement, c'est-à-dire qu'ils vont jamais juger ton projet, même s'ils vont peut-être le trouver nul ou quoi que ce soit. Ils vont vraiment essayer de t'aider, et puis de te poser les bonnes questions pour savoir pour te faire comprendre si tu es vraiment mature ou pas sur ton projet. Est-ce que c'est pas une idée que tu as eue dès le matin comme ça en te levant? Est-ce que c'est quelque chose que tu as bien réfléchi? Donc ils arrivent à te trouver, tu vois, les questions comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, moi, tout de suite, ils me l'ont dit. Alors, ce qui a été très drôle, je ne sais pas si tu connais où je suis sur le département de la Vendée. Si, c'est marrant parce que je viens de Nantes et donc j'ai vu que tu étais à La Roche-sur-Yon, donc c'est pas très loin, donc oui, je connais. Okay. D'accord. Et en fait, moi, tu vois, petite indépendante, enfin, comment dire, moi qui n'a jamais encore fait commerce dans le textile ou quoi que ce soit, la grande ville me faisait peur, tu vois. J'avais pas du tout envie. Moi, ça n'a jamais été ma priorité première d'aller à La Roche-sur-Yon. À aucun moment, je me serais vue avec cette prétention-là de me dire, toi, Élise, tu vas te mettre à côté des grandes enseignes, etc. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Moi, au contraire, c'était, je vais me faire plaisir avec ma petite boutique. Et puis, encore une fois, tu vois, peut-être ce manque de confiance en soi, je sais pas, à me dire, puis je vais y aller doucement. Et moi, je voulais aller dans une petite ville, aussi en Vendée, mais surtout pas La Roche-sur-Yon. Tu sais, le truc qui me suffit bien, où je suis toute seule, etc. Et quand je suis allée à la Chambre des commerces, je leur explique mon concept. Et là, je ressens en fait l'engouement. Mais c'est génial, c'est trop bien, mais c'est pas dans cette ville qu'il faut que vous alliez, c'est à La Roche-sur-Yon. On a besoin de ce genre de magasin à La Roche. Ok, donc là, tu sens que le stress un peu. Ah oui, vous êtes sûr? Ah ben si. Et en fait, de là, ils m'ont dit un conseil. C'est extrêmement dur de trouver un local à La Roche-sur-Yon. Surtout que vous, pour votre friperie, c'est important quand même d'être bien situé. Malgré que je croyais en mon concept et que pour moi, même si j'étais dans une rue un peu reculée, j'étais persuadée que la friperie intéresserait et qu'on aurait été capable de me chercher, même si c'était dans une rue, tu vois, un petit peu cachée ou quoi que ce soit. Mais pour eux, c'était quand même important d'être bien situé. Et là, ils m'ont dit, un conseil, commencez par trouver le local. Parce que ça demande 6 à 8 mois, en fait. C'est très, très long. Et je dis, mais j'ai pas vu les banquiers, là. J'arrive de vacances, je vous expose mon idée. Elle me dit, non, mais je vous promets, commencez par ça, c'est extrêmement long. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai contacté de là des agents immobiliers. Et en fait, c'est que ça s'est fait, encore une fois, super vite. Un local qui n'intéressait personne, dans une rue super bien située. Et en parallèle, je suis allée démarcher la mairie de La Roche-sur-Yon aussi, pour leur dire, voilà, je me présente, j'ai ce concept-là que j'aimerais créer chez vous. Est-ce que vous auriez un local pour moi, etc. En même temps que j'avais démarché, tu vois, les agents immobiliers. Et là, pareil, je me revois, mais un engouement de fou, complètement, mais c'est génial, c'est trop bien, on veut ça à La Roche-sur-Yon. Et là, moi, je me revois, ou si tu veux, d'une petite idée, je me revois dans ma chaise à me faire, mais oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et c'est là où, dans ma tête, je percute qu'en fait, comment dire, que le petit truc que je pensais n'allait plus être vraiment petit, et que j'allais arriver dans une grande ville, et que ce local qu'on m'avait conseillé dans cette rue marchande, je me retrouvais quand même dans la rue marchande
de La Roche-sur-Yon, celle où il y a tous les magasins, en face des grandes boutiques, à me dire waouh, avec des salariés, parce que j'ai pas le choix, parce que mes plages horaires sont quand même assez grandes et que la friperie c'est un gros travail, et de se dire franchement, je peux t'assurer, quand j'ai signé le droit au bail, mon crayon tremblait comme une malade à me dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire, ma pauvre, c'est n'importe quoi. Toi, enfin, encore une fois, quelle prétention tu as de te dire, t'es petite, là, tu as envie de créer ton commerce et tu te places en face Etam, à côté de Naf. J'avais mes boules, tu peux pas t'imaginer. J'avais vraiment très, très peur, quoi. Et puis, le truc était parti. Et puis je crois aussi qu'il y a un tout, il y a un ensemble. Quand on est passionné, et puis surtout quand on est extrêmement bien entouré, ça vous fait déplacer des montagnes. Moi, j'ai eu cette chance aussi où quand j'ai tout de suite annoncé en fait à ma famille, à n'importe qui, je veux monter mon concept, ça a tout de suite été pris au sérieux et ça a tout de suite été on va t'aider, on va, tu vois. Et ça, je pense que ça a son importance aussi parce que déjà de mon mari aurait rigolé ou aurait pas pris les choses au sérieux quand je lui aurais dit j'ai envie de faire ça. Je crois qu'aujourd'hui, j'en serais encore pas ici et je lui dois beaucoup. C'est lui qui m'a poussé, qui m'a dit allez hop, on va à la chambre de commerce, etc. Donc ça compte énormément, tu vois. Matériellement, comment tu as su la taille du local à chercher? Question bête, mais quand on a envie d'ouvrir sa boutique, comment on sait quelle taille on prend? Pas du tout. Alors, je savais que pour la friperie, il me fallait grand parce qu'il me fallait une grande réserve. Ça, c'était la priorité. Parce que quand on reçoit, c'est quand même Moi, j'achète vraiment en grande quantité. Donc, il faut pouvoir stocker tout ça. Donc, je savais qu'il me fallait une grande réserve. Donc, c'est vrai qu'on m'a présenté des magasins où, pour le coup, c'était immense de chez immense. Et c'était, tu sais, un peu comme des entrepôts. Je sais pas comment dire. Ouais. Et tout de suite, moi, j'avais déjà mon idée précise en tête du magasin que je voulais. Je voulais un magasin qui ait beaucoup de charme, un peu comme quand tu rentres dans une maison, que tu rentres. Je voulais vraiment, voilà. Et d'ailleurs, on me le dit aujourd'hui, quand on rentre dans ma boutique, on s'y sent bien. Et c'est vraiment ce que je voulais rechercher. Dans un entrepôt énorme, ça aurait été, tu vois, froid. Et puis moi, par mon concept, j'ai envie de raconter une histoire. Moi, j'avais pas envie de monter mon magasin. Juste, tu sais, je mets des vêtements, t'achètes et puis basta. Moi, j'ai envie de raconter plus que ça. Donc, il y avait pas. Je voulais pas d'un entrepôt. Et puis après, j'avais vu d'autres magasins, mais ils étaient beaucoup plus petits en fait. Et là, tout de suite, pareil, tu prends conscience à te dire, bah non, ça va pas le faire. La friperie, il y a quand même trop de, comment dire, c'est assez diversifié en pièces. Tu vois, il n'y a pas comme les autres enseignes, tu as un t-shirt, mais tu peux l'avoir en toutes les tailles. Moi, c'est pas le cas. Donc, trop petit, ça allait pas. Donc, le magasin où je suis actuellement, il fait 250 mètres carrés. C'est vrai que c'est grand. Franchement, c'est super grand. Mais j'ai 200 mètres carrés de magasin. Mais après, ce que j'ai bien aimé dans ce magasin, mais ça, c'est propre à chacun, c'est que j'ai voulu créer un espace aussi de convivialité. Malheureusement, je ne peux pas le faire vivre aujourd'hui parce qu'avec Covid, ça m'oblige à chaque fois à désinfecter le canapé et tout, c'est trop compliqué. Mais j'espère un jour y parvenir. Mais finalement, pour moi, ce magasin me va bien, mais un peu plus petit aurait été très bien aussi. Et comment tu as fait pour financer? Ah, alors ça, la grande question. Alors, comment te dire? En fait, moi, je trouve que c'est important de le dire. Ça a fait partie de ma plus grosse difficulté quand tu veux créer ton entreprise. C'est-à-dire que je me revois. Alors, attends, pour te remettre un peu dans les dates, on était sur décembre, j'ai signé pour le droit au bail. Ouais, c'est ça. Donc, on était peut-être sur du octobre, novembre, etc. Et là, tu te dis, j'ai besoin d'argent parce que je rachète quand même un pas de porte, enfin un droit au bail que tu dois acheter dans cette rue-là. Parce que ça, c'est pas tout le monde, hein, mais dans la rue, c'est, comment dire, tu payes le prix pour être dans cette rue-là quelque part, hein, un peu comme les Champs-Élysées ou quoi que ce soit. Donc, il fallait que j'achète le droit au bail, plus après les loyers. Donc ça, c'est pareil. Dans cette rue, ils ne sont pas forcément donnés. Donc, tout ça faisait des montants. Et puis, j'avais aussi des travaux à faire dans ce grand magasin. Donc, je savais que je ne pourrais pas financer tout ça. Et de là, je suis partie contacter plusieurs banques.
Et vraiment dans cette histoire, et c'est vraiment alors le traumatisme est peut-être un grand mot, mais c'est vraiment ce que j'ai eu, c'est vraiment dans l'histoire, le truc qui m'a vraiment fait beaucoup plus de peine et m'a vraiment gonflé, ça a été vraiment le truc où j'ai vraiment versé énormément de larmes. Donc je suis allée voir beaucoup de banques, tous ont adoré mon projet, génial, c'est extraordinaire, c'est super, on y croit à fond. L'apport qui m'était demandé, bah c'était énorme, mais énorme, c'est du grand n'importe quoi. Et moi je me revois un banquier me dire mais pourquoi est-ce que je prendrais plus de risques que vous? C'est votre travail aussi, enfin tu vois. Et en fait, quand on m'avait dit tant d'apports qui étaient énormes, limite tu te dis mais c'est pas possible. En fait, je vais devoir vendre ma maison, je te jure, à se dire mais un apport comme ça c'est pas possible, donc j'ai pas ça sur mes comptes. On parle de combien pour avoir... Parce que moi, j'ai aucune idée. Et c'est vrai que pour moi, c'est pareil, c'est un rêve d'ouvrir une boutique. Et je pense pour beaucoup d'auditeurs, donc c'est bien d'avoir des idées en tête, en fait, de chiffres. Alors, je sais pas si c'est bien forcément. Moi, j'ai rien à cacher. Je pourrais te le dire. Après, le truc, parce qu'on me pose souvent cette question-là. Maintenant, c'est vrai que il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire que moi, je suis quand même dans la grande ville de Vendée, comme si un peu tu t'installais à Nantes. Je suis dans la rue la plus commerçante, tu vois, où il y a des pas de porte. Si j'étais partie 2 rues derrière moi, il n'y avait pas de pas de porte. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est la rue, voilà, touristique l'hiver, l'été, il y a du passage, etc. Donc tout ça, forcément, tu le payes. Les travaux aussi, tu peux très bien. Moi, j'ai une amie qui qui a monté son commerce. Elle n'avait rien à faire dans son magasin. Moi, pas de bol, je me suis retrouvée avec tout à remettre aux normes. Donc en fait, c'est pour ça, quand il y en a qui me disent, il faudrait que je prévoie combien. Enfin, tu vois, je pense que vraiment chacun est propre à son histoire. Ça va vraiment dépendre où tu t'installes. Si j'avais été dans la ville que je pensais au tout début, j'aurais jamais eu à verser cette somme folle. Et puis aussi après le stock de vêtements. Imagine-toi, 200 mètres carrés de magasin, il faut remplir tout ça. Donc déjà, rien qu'une commande de stock pour une superficie aussi grande et aussi énorme, j'aurais que 100 mètres carrés de magasin, c'est déjà 2 fois moins. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais pour être en toute franchise, en apport, on me demandait un peu plus de 80 000 euros personnels. Donc, comment tu fais? Donc, en fait, moi, j'ai versé énormément de larmes. Et puis, ce qui est triste, c'est qu'à la limite, je préférais qu'on me dise, bah, écoute, tu vois, on y croit plus ou moins, on a un peu peur, on vous demande tant d'apports. Mais quand on te dit, j'y crois à fond, ça va être génial, ça va cartonner, et que tu reçois leur réponse, et que tu as un premier qui dit non, on vous suit pas, l'autre qui te dit, ça sera tant d'apports, tu comprends pas. Et là, moi, je m'en souviens à me dire, bon, bah voilà, c'est fait. Et là, tu vois, j'étais déjà partie en guerre à me dire, allez, c'est parti, je vais trouver des solutions. J'avais entendu parler de prêts qui sont faits pour les femmes qui veulent se mettre à leur compte. Mais j'ai recontacté la chambre de commerce qui ont été super. C'est pour ça que vraiment, je conseille fortement de rejoindre la chambre des commerces parce qu'ils ont tout le temps des solutions à vous apporter, à vous guider. Donc, ils m'avaient dit, appelle là, appelle ici, appelle ça. Et c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'à chaque fois, je rentrais pas dans les cases où j'étais pas, ça convenait pas, ça n'allait pas, etc. Et puis après, j'en étais rendue à appeler, tu sais, alors là, c'est pareil, c'est quelque chose qui s'est créé sur la Vendée, qui s'appelle Vendée Up, mais ça existe, tu sais, sous le nom Ulule et tout ça, les crowdfunding. C'est ça. Et donc, à me dire, bon, ben, je vais essayer de faire un truc comme ça, mais de faire ça, ça a aussi un coût, parce que derrière, les gens qui se mobilisent pour toi, il faut aussi les rembourser derrière et tout ça. Et puis, en fait, ça m'a pareil. Ça m'est arrivé un jour à me dire, mais attends, j'ai pas battu ma dernière carte. Il reste une banque que j'ai pas contactée, qui n'est pas vraiment une banque, qui est une coopérative et qui s'appelle l'ANEF. Et l'ANEF, en fait, c'est une banque éthique. Et moi qui ai en plus sur tout ça, le mieux consommé, etc., c'est vrai que cette banque m'intéressait beaucoup, mais parce qu'ils ne sont pas forcément installés sur mon département et puis peut-être pas assez connus, bah, je les avais pas, voilà, je les avais mis de côté, mais j'avais pas de là à me dire, je vais aller leur demander un prêt. Et là, je m'étais dit, bon, ben, c'est ta dernière chance, donc je les ai contactés.
Donc, eux ne financent que des projets verts. C'est-à-dire que on ne le sait pas, mais quand on place son argent à la banque, en fait, ils mettent pas ton argent dans un coffre-fort. Ils les réutilisent pour faire des choses des fois qui sont pas très cool, justement par rapport à l'environnement et tout ça. Et donc, eux vraiment financent des projets verts. Donc, moi qui faisais un concept store qui est vraiment sur l'économie circulaire, tout de suite, ça a été on vous suit, la question s'est même pas posée, etc. Ils m'ont tout de suite suivi, tu vois, même pas. Il y a eu un temps de réflexion, mais déjà au téléphone, je sentais que j'avais ma réponse favorable. Et donc, je crois qu'il y avait quand même un délai d'un mois, hein, quelque chose comme ça. Le temps que ça passe devant un comité, je crois que ça se passe comme ça. Mais déjà, je ressentais au téléphone, dans leurs échanges, que de toute façon, c'était OK et que c'était parti, quoi. Et donc, grâce à la nef, eh bien, j'ai pu ouvrir ma friperie. Mais sinon, je pense qu'aujourd'hui, non, je ne serais pas ouverte. Donc, c'est un peu dommage. Et aussi, des personnes aussi que je tiens vraiment à remercier, c'est alors, ce qui change souvent de nom, c'est Vendée Initiative Terre et Littoral, qui en fait aide aussi des projets sur le département, comme le mien, et qui t'aide sur des prêts à hauteur des prêts à taux zéro, tu vois. Donc, avec eux, j'ai pu avoir un prêt à 20 000 euros que je dois rembourser sur plusieurs années, mais qui est à taux zéro. Et ça permet des gens comme moi de les aider à s'installer. Tu vois, je sais pas moi, un artisan qui a besoin de son camion, l'aider à le financer, etc. Donc moi, j'ai pu aussi obtenir ces petites enveloppes grâce à eux. Donc, et puis ils sont super, hein, super accueil, un bon dynamisme. Et puis ils continuent encore à me suivre, à prendre de mes nouvelles. Ils viennent me voir au magasin, à me dire comment tu vas. Par exemple, chambre de commerce, c'est hyper important. Ils vous guident, ils vous aident. Mais moi aussi, j'ai pris aussi autour de moi parce que pour moi, c'est hyper important tout ce qui est, tu sais, service comptabilité, etc. J'ai un service comptable, j'ai un service parce que tout ça, comme on dit, chacun son métier. Et là-dessus aussi, je trouve qu'ils sont bons et ça m'enlève quand même une bonne épine du pied. Et je sais qu'il y a des gens des fois qui veulent se lancer et ils vont se dire ça a un coût que de prendre un cabinet comptable, etc. Sauf qu'en fait, c'est un petit coup par rapport à ce que eux peuvent te faire gagner. Et même, tu sais, ne serait-ce que j'avais pris un avocat pour créer mon entreprise. Tu sais, toute la paperasse, l'administration, signer le droit au bail. Tout de suite, elle me disait non, là, ça va pas. Là, il faut que tu demandes ça à ton ancien propriétaire. Et je me serais certainement fait avoir sur certaines choses. Et tu vois, grâce à tout ça, déjà, ça t'aide beaucoup à te lancer parce que tu sais que tu as des gens compétents autour de toi et qu'après, tu n'as plus qu'à gérer quelque part ton projet parce que le reste, tu sais que c'est entre de bonnes mains. Quel conseil tu donnerais pour avoir confiance en soi? Parce que j'imagine quand on est mère de 3 enfants, qu'on a des engagements pour pouvoir Oui. et se lancer dans un projet avec des salariés, acheter un local, c'est quand même ça demande beaucoup de courage et puis beaucoup de confiance en soi. Quel conseil tu donnerais pour les auditeurs? Je ne sais pas comment dire ça. En fait, je pense que quand tu es passionné et que tu as la tête dans le guidon, tu ne te rends pas compte de ça en fait. Moi, je me vois pas comme quelqu'un à dire waouh, j'ai eu super confiance en moi, mais pas du tout. Tu vois, c'est ce que je te disais. J'ai signé avec le crayon tremblant à me dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire. J'ai pleuré d'ailleurs très souvent à me dire mais ça va pas quoi. Tu te retrouves dans cette rue. Et puis en plus de ça, la friperie est assez compliquée parce que c'est vrai qu'admettons n'importe qui pourrait se lancer. Des fois, tu as des grandes enseignes bien connues où tout est réfléchi, tu sais, en haut, puis qui t'envoient en leur disant voilà ce que tu dois faire en magasin. Tu sais, ils ont leur trame. Dire voilà, tu dois mettre sur étagère, faire ça, ça, ça. Et moi, en plus de ça, fallait que je me trouve. Déjà, je devenais dirigeante. J'arrivais là avec ce concept. J'emmenais des équipes avec moi alors que j'avais jamais dirigé quelqu'un. Donc d'ailleurs, on en rigole tout le temps parce que des fois, je leur dis mais les filles, je suis désolée, je suis pas crédible. Et encore plus avec le Covid qui te fait tout le temps changer les choses parce que je leur dis le blanc une journée, le lendemain, c'est nous. Ah ben non, en fait, on va refaire ça. Et des fois, je leur dis, je suis désolée, mais j'ai cette chance-là où c'est hyper important et de communiquer. Et puis, ben, des fois, je me fais passer peut-être, j'en sais rien. Des fois, elles doivent se dire, non, mais ça va vraiment pas. Mais je leur dis, je dis, bon, je suis désolée. Voilà, je pensais qu'il fallait faire ça comme ça. Puis finalement, c'est mieux de faire comme ça. Et il y a eu des fois où on a fait et puis on a refait. Et puis, ben, on en rigole. Et puis, je pense que l'équipe là-dessus, elles le comprennent et elles le savent. Elles savent bien que, puis elles s'en rendent compte dans le magasin que, qu'on nous donne pas les clés, que c'est à moi de me trouver. Et puis, on se rend pas compte, mais ce bébé là,
il est long à mettre en route. Et puis, il n'est encore pas vraiment sur les rails. C'est pour ça, tu vois, quand il y a des clientes qui me disent aujourd'hui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Attendez, j'arrive, mais laissez-moi déjà me poser parce que c'est déjà un gros travail, la fripe. Donc, on est en train de se trouver. En fait, quand tu es dans ton projet, tout ça, tu le vois pas. Tu vois, c'est pas une histoire de confiance en soi. Je pense que quelque part, c'est une histoire de, je sais pas le choix, mais de te dire, bon, allez, maintenant je l'ai fait, ben, faut y aller, quoi. Mais par contre, tu vois, quand tu parlais des enfants, comme ça a été tout le temps quand même ma priorité, avant de me lancer, donc j'en avais parlé à mon mari, on a rencontré la chambre des commerces, etc. Par contre, on parle beaucoup à nos enfants et on se fait tout le temps, tu vois, un petit resto ou des choses, quand on a des choses à leur dire, ou même à la maison, on se fait un petit moment apéro et on discute et voilà. Maman, elle veut faire ça, qu'est-ce que vous en pensez, sachant que vous la verrez un peu moins, etc. J'avais besoin de leur validation. Et pour eux, aucun problème. Donc ma fille va avoir 15 ans, là, tu vois, en juillet. Mon deuxième a 12 ans. Par contre, c'est le petit dernier, tu vois, 9 ans, qui est très proche de sa maman. Lui, il faisait plus peur. Donc vraiment, on a vraiment essayé de bien converser avec lui. Ça s'est bien passé. C'est vrai qu'il y a eu un petit manque quand même, un petit peu de maman, où il était même un petit peu perdu parce que dans mon travail d'avant, j'avais mes mercredis pour eux. Donc je les emmenais au sport, j'étais là entièrement pour eux. Je débauchais le soir à 17h30, donc c'est maman qui faisait la popote, les leçons, etc. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai créé mon commerce, tu vois, mon petit dernier se retrouvait à la garderie, il n'a pas compris. Je m'en souviens que ça a été un peu dur, il y avait eu un peu les larmes, etc. Et puis maintenant c'est passé, et puis je pense pas il en sera marqué. Puis maintenant, tu vois, il vient au magasin et puis il est super fier de ce que je fais, il est super content. Et puis voilà, donc non, c'est pas un regret. Mais par contre, les conseils que je pourrais donner, ce que je trouve dingue, c'est que par contre, quand tu es une femme, je trouve que c'est d'autant plus dur quand tu veux te mettre à ton compte ou quand tu veux faire ton business. Parce que tu as quand même cette impression, tu vois, encore une fois, quand j'ai dit c'est bon, j'ai mis ma vie entre parenthèses depuis tant d'années finalement, où, enfin, j'ai pas existé, c'est un grand mot, tu vois ce que je veux dire, où j'ai fait pour les autres. Maintenant, je vais arriver à 40 ans, ça y est, mes enfants sont grands, j'ai envie de faire pour moi. Et quand même, quand tu l'annonces, tu sais, c'est oh là là, mais oui, mais les enfants, mais comment ça va se passer Tu vois, tout de suite, ben maman, quoi. Maman, l'équilibre, et, euh, et c'est mon mari, quoi, pareil, qui a dit, mais attendez, si on se séparait, comment je ferais Il faudrait bien que je m'adapte. Et c'est là où, tu vois, ça a fait du bien aussi parce que mon mari s'appuyait énormément sur moi. C'est-à-dire que lui, il savait en fait qu'il pouvait terminer à l'heure qu'il voulait. Maman était là. S'il avait envie d'aller voir quelqu'un, ben maman, elle est là, elle est à la maison avec les enfants, il n'y a pas besoin. En fait, il ne se posait pas de questions. Et c'est pour ça que j'avais vraiment conscience à me dire, le jour où je vais monter mon commerce, je vais tout péter. Je vais péter l'équilibre de la famille. Et ça, c'était vraiment ma plus grande inquiétude. Mais vraiment, à me dire, est-ce qu'on va y arriver? Parce que je savais ce que c'était quand même de gérer une maison, parce qu'on ne se rend pas compte, mais de gérer une maison et de gérer des enfants, c'est un vrai boulot quand tu as terminé déjà ton travail, quoi. Et donc oui, ça a été un peu compliqué. Je pense que mon mari, alors il le fait, mais je pense qu'effectivement, il y a des choses qui se rendaient pas compte. Quand tu termines ton travail, tu sais, elle me dire, attends, j'étais en train de faire les leçons, je pouvais pas faire ça ou ça. Ah bah oui, tu vois ce que c'est. Et puis avec du recul, tu vois, je me dis, quelque part, même si faire les leçons à un enfant, ça paraît être une tâche à faire, ou même faire à manger, des choses comme ça, moi je pense que quand on en reparlera quelques années, moi je trouve que c'est bien aussi qu'il récupère ces moments-là avec ses enfants et que plus tard il en aura aussi un souvenir. Parce que quelque part, quand il arrivait pour manger, tu vois. Et aujourd'hui, eh ben, je trouve ça bien aussi qu'il participe à ça. Puis les enfants grandiront et tout ça. Et j'espère que pour lui, il en restera un souvenir où il avait ces échanges-là avec ses enfants. Tu vois, les trucs tout bêtes, même les rendez-vous à droite à gauche, en fait. D'aller, eh bien, même lui, il me dit, bah oui, en fait, ça peut penser être le truc un peu ingrat d'aller chez le dentiste ou n'importe où. Mais finalement, il dit, bah, c'est vrai que je suis j'emmène Faustine, donc ma fille, et puis bon, on discute dans la voiture, et puis finalement, ça me va bien, et je fais ça bien, et voilà. Donc, on a réussi à trouver, mais je t'avoue qu'au début, quand même, ça a été un peu compliqué. Il faut arriver à se trouver, et puis voilà. Donc maintenant, moi, c'est vrai que ça fait quand même partie de mes objectifs où quand tu te lances, si je peux donner un conseil, c'est que quand tu te lances, bah, tu te lances à 100%, quoi.
Et moi, c'est vrai que ma friperie demande beaucoup de temps. Il m'a fallu du temps pour construire, monter une équipe, trouver les bonnes personnes. Et je suis ouverte quand même du lundi au samedi. Donc, en fait, tu me trouves tout le temps du lundi au samedi au magasin à faire ouverture et fermeture. Et ce qui fait que je n'ai que mon dimanche, quoi. Et c'est vrai que c'est épuisant et fatigant. Et puis même quand tu es arrêté, tu as toujours le psychologique, en fait, qui tourne tout le temps en boucle, de dire, ah bah attends, il faut que je fasse ça, puis il y a ça. Et puis l'administration aussi. L'administration, on m'en avait parlé, j'aurais jamais pensé à ce point-là. Ça prend du temps. Donc c'est vrai que maintenant que j'arrive à construire mon équipe, ça va être maintenant un objectif, de me dire c'est bon. Maintenant, tu as telle personne qui pourra fermer le magasin, je peux partir un peu plus tôt, ou de me dire je prends tel après-midi, elle sera consacrée pour mes papiers et je me retrouve pas les dimanches à faire ça. Les dimanches, ça sera pour ma famille. C'est ce qui me reste à faire. Mais c'est normal qu'on peut pas tout avoir quand on se lance et ça, je trouve que c'est important de le dire. Faut pas s'imaginer se lancer dans un projet et de se dire je travaillerai que 3 jours. Enfin moi je le vois pas comme ça. C'est que quand tu y vas, il faut y aller à fond, quoi. Voilà. Et comment tu as fait justement par rapport aux réactions? Parce que je trouve que c'est super intéressant. J'aime bien aborder, tu sais, un peu le côté femme entrepreneur, comment ça se passe pour les jugements. Parce que c'est vrai que par exemple, toi, tu avais tout mis de côté pour aider ton mari à monter son entreprise. C'est normal pour tout le monde. Mais par contre, l'inverse, ça peut choquer. Tu abandonnes tes enfants un petit peu. Quel conseil? Et je pense qu'en plus, en province, c'est peut-être encore plus difficile. Enfin, moi, je vois, j'ai l'impression qu'il y a plus des mentalités où la femme, elle doit être à la maison, tu vois. Quel conseil tu donnerais pour faire face à ces jugements? Alors moi, tu sais, j'ai appris où justement, où je faisais très attention en fait de ce que pensaient les gens. Ouais. Et tu vois, même en plus, moi c'est vrai que je vis en campagne. En campagne, c'est terrible parce que les gens adorent parler entre eux, tout le monde se connaît, c'est une catastrophe et c'est radical, quoi. Il faut savoir ce que dit le voisin et puis c'est amplifié, déformé, etc. Et ça, tout ça, ça m'insupporte parce que moi je trouve que chacun fait sa vie et puis en plus on n'est pas au courant de tout. Donc moi je supporte très mal tout ce qui est ragot. Et donc au début j'en ai un peu souffert en fait, tu vois, un peu de la jalousie, des choses comme ça. Tu vois, par rapport à l'entreprise, parce que mon mari justement a une entreprise, donc tu vois, et puis aussi en plus c'est très français dans la tête des gens en fait, à partir du moment où tu as une entreprise t'es riche. Tu sais, c'est ça en fait. Et ça c'est dingue. Tu vois, il y en a qui me disent aux États-Unis au contraire, quand on te voit avec une grosse voiture ou une grosse maison ou des choses comme ça, c'est signe de réussite. Et au contraire, mais en France il y a un espèce, tu sais, de truc comme ça où quand tu réussis et tout, il y a forcément un truc, il y a de la jalousie. Et puis, c'est vrai qu'en fait, j'ai vite compris qu'en fait, tu fais d'une façon, t'es critiqué. Tu fais d'une autre façon, t'es critiqué. Donc moi, en fait, moi maintenant, j'en ai plus rien à faire et ça me passe au-dessus, mais alors complètement. Donc aujourd'hui, s'il fallait qu'on s'occupe de tout le monde, j'aurais pas monté ma friperie. Si je m'en occupais encore, tu vois, en plus chacun a sa façon de penser. Donc moi, je file, je trace ma route et vraiment, moi, c'est ce que je dirais. Je donnerais comme conseil d'écouter, fais ce que tu as envie avec le cœur. Puis maintenant, tu vois, plus je vieillis et plus je me dis aussi, on vit qu'une fois. Et puis, voilà, il faut y aller. Et puis, s'il faut s'occuper des autres, je pense que tu te lèverais même pas le matin, tu ferais rien. Donc, et en plus, tu te ferais critiquer. Oui, parce que tu te lèverais pas. Parce que tu te lèves pas. Non, mais c'est ça. En fait, je pense qu'il faut mettre des œillères et franchement, faut que tu sois guidé par ton cœur. Et puis, si tu as envie de le faire, eh bien, vas-y, fais-le. Moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Et après, plus en termes techniques, quand tu as choisi tes employés, est-ce que tu as choisi justement des gens qui avaient déjà bossé en friperie pour avoir un peu des conseils? Non, c'est trop compliqué. C'est hyper compliqué, c'est très dur à trouver ça. Alors j'imagine que tu vas sur Paris ou j'en sais rien, ça doit être plus facile à trouver. Moi, sur mon département, c'était pas possible. Et puis en plus, si tu veux, moi, de par mon magasin, c'est vrai que je l'ai pas forcément expliqué, c'est que donc dans mon concept, tu retrouves la plus grosse partie, c'est la friperie, mais j'ai aussi tout un coin broc, parce que moi, l'idée, c'est vraiment de montrer aux gens que chaque vêtement et chaque objet mérite une seconde chance. Et moi, je suis très sur l'économie circulaire, en fait. Et c'est vraiment le discours que je veux apporter par mon magasin. Et donc, en fait, moi, l'idée, c'était vraiment que quand tu rentres chez moi, tu te rends même pas compte que tu es dans une friperie. Et l'idée, c'était de se dire, tu vois, de me dire, si une personne arrive à ma caisse, qu'elle a acheté un pantalon sans se rendre compte qu'il est d'occasion, entre guillemets,
Pour moi, c'était une victoire de me dire chouette, tu vois, peut-être que cette personne n'aurait jamais acheté de seconde main. Et puis finalement, elle a acheté ce pantalon qui lui a plu sans avoir d'a priori ou quoi que ce soit. Donc en fait, c'est vrai que ce concept-là, moi j'ai un discours autour de ça et c'est vraiment ce qui m'anime, quoi. J'ai vraiment envie de montrer aux gens, tu vois, dans la friperie, moi je trouve qu'on a tout à y gagner et pour ton porte-monnaie et en qualité. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pour ça que le magasin fonctionne bien. Je ressens énormément, surtout les gens qui ont connu les vêtements des années 90, etc., où tu avais les toiles bien résistantes des jeans, tu sais, les boutons qui s'en vont pas, enfin, la belle manufacture, les étiquettes Made in France, tu vois, qui reviennent chez moi. Et donc, en fait, oui, qu'est-ce que je te disais? Oui, par rapport à tout ça, l'idée, c'était vraiment que mon personnel, il fallait qu'il soit aussi un petit peu dans ce discours-là. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'était ma priorité. Si tu veux, quand je recrute quelqu'un, j'ai alors, ma pauvre, des CV, je les compte même pas. Sauf que ça va être des CV, je suis vendeuse, je suis polyvalente, je suis souriante et je travaille chez les fast fashion, enfin tu vois, les boutiques connues. Ben ouais, mais en fait, la friperie, c'est tellement compliqué parce que, alors, friperie n'est pas un dépôt-vente. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Moi, je ne récupère pas au particulier. La friperie, on travaille avec des fournisseurs pros qui font ce travail justement de trouver les vêtements qui ont disparu aujourd'hui et qui sont même parfois collectors. J'aime bien dire, en fait, les fripiers, on est un peu les brocanteurs, les antiquaires du vêtement, tu vois. Et, euh, et donc, en fait, si quelqu'un, comment dire, si une vendeuse n'a jamais mis les pieds dans une friperie, ne connaît pas trop, tu vois, les vêtements ou un peu leur histoire, ou tu vois, ben, ça peut pas fonctionner en fait chez moi, tu vois. Donc une vendeuse de n'importe quelle, alors peut-être qu'elle s'y mettra, peut-être qu'elle aura envie, etc. Mais de toute façon, il faudra qu'elle aime se dire, j'aime l'occasion, je suis sur l'économie circulaire, le mieux consommer, etc. Donc c'est vrai que déjà ça réduit énormément ça réduit énormément. Donc moi j'avais une jeune, donc Justine, qui est là depuis le début. Alors elle, elle m'a fait rire parce qu'elle m'a harcelée pour que je la prenne, parce que c'était une fille justement qui s'habillait que en friperie et qui adore ça et qui elle vraiment qui connaissait vraiment ça, qui allait dans les grandes villes, tu vois, comme Nantes, Angers, etc., pour s'habiller. Donc elle, voilà, elle m'a tout de suite rejoint, donc j'ai tout de suite vu qu'elle s'y connaissait. Et puis après, justement, j'ai eu des personnes, et je me rendais bien compte que pas plus habité que ça, si tu veux, par la friperie. On recevait des vêtements, mais tu vois, c'était pas. Alors que nous, quand on reçoit les sacs, mais c'est oh mon Dieu, c'est pas possible, regarde, c'est trop beau. Enfin, donc tu vois, si la personne, elle a pas ce ressenti-là, ou qu'elle a pas, tu vois ce que je veux dire, elle a pas cette fibre-là, ça peut pas fonctionner dans la friperie. Parce que moi, j'ai besoin que c'est mon équipe, elle redise un peu le même discours que moi, tu vois, dire, bah, regardez, vous êtes dans un magasin parce que on est un peu sur le mieux consommé, l'économie circulaire, le retour à la qualité. Donc là, ça y est, j'espère avoir trouvé mon équipe. J'ai Mégane aussi qui est sur ça, qui a son style aussi à elle, et puis qui a aussi ce discours-là, qui est aussi très sur le mieux consommé. Puis de toute façon, les jeunes qui arrivent derrière sont énormément sur ça. Ils sont énormément sur tout ça. Il y a une vraie, de toute façon, on en entend parler hein, sur Vinted, etc. Là, on le sent qu'il y a un vrai. Est-ce qu'il y a l'effet du confinement ou pas, je ne sais pas. Mais on sent que là, il y a le vrai truc de ras-le-bol de la fast fashion, quoi. On veut retrouver de la qualité, on veut retrouver, tu vois, en avoir pour son argent. Ouais, toi, tu as fait plus sur la motivation, la façon de penser finalement pour choisir. Ben, c'était, ouais, d'abord les valeurs, en fait. Ben, ce qui me paraissait complètement logique, tu vois. Si c'était une fille qui était à fond fast fashion, tu vois, et puis qui achetait dans tous les magasins aux alentours, qui s'en fiche un peu du mieux consommé, ben, déjà, tu vois, ça peut pas coller dans ma boutique. Enfin, je sais pas, c'est comme quelqu'un qui s'en fout du bio, puis qui sera pas dans un supermarché à vendre du bio, j'imagine. Enfin, tu vois, pour moi, ça coulait de source. Ça me paraissait évident. Il fallait que ça partage d'abord ces valeurs-là, en fait. Alors, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant d'ouvrir une boutique? La chose à savoir avant d'ouvrir sa boutique. Ben, notamment par rapport aux banques, que fallait s'y préparer, tu vois. Ça, parce que je l'ai trouvé vraiment très très dur, hein, ça. Moi, je m'attendais à un accompagnement un peu plus de. Mais ça a été le coup dur. Et puis après, ce que je conseillerais, c'est qu'il y a eu aussi un après où, comment dire,
J'ai acheté le magasin, je savais qu'il y avait des travaux à faire avec l'ancienne personne qui avait le droit au bail. Sauf que cette personne n'avait pas entretenu son magasin depuis plus de 30 ans en fait. Et donc on avait, puis c'est ça qui est compliqué, c'est que quand vous allez voir les banques, mais même n'importe quoi, c'est-à-dire qu'en fait on vous demande des estimations. C'est-à-dire, vous estimez combien les travaux? Vous estimez combien le panier moyen par client par jour? Oh bah, 150 € bien sûr. Non mais tu vois, en fait, faut faire tout avec la boule d'Irma. D'ailleurs, ce que j'ai toujours trouvé débile, parce que avec des si, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, on nous avait dit, vous estimez combien l'enveloppe travaux? Donc, on avait estimé ce que j'avais demandé à un architecte, etc., à peu près tant, quoi. Et donc voilà, donc de là, après, j'ai eu mon prêt, tu sais, tout était plié, tout était fait, prêt accordé de temps, etc. Et puis après, on te demande de déposer en mairie tous les papiers. Pour la façade, il faut un certain temps. Et puis après, présenter ton projet donc à la mairie parce que par rapport aux normes sécurité, enfin tout ça. Donc là, pareil, tu attends, je sais plus, un mois et demi, peut-être un mois et demi. Et là, le dossier revient. Et là, on me dit, mon magasin n'est pas aux normes. J'en avais pour 20 000 € de plafond parce qu'il y avait des logements au-dessus, il n'était pas coupe-feu. Pour une porte de sortie, il fallait créer un couloir, il y en avait encore pour 20 000 €. Enfin, que des trucs comme ça, tu vois. Et de là, en fait, tu retournes voir les banquiers en disant, en fait, on s'est planté, on ne savait pas, mais si finalement, mon enveloppe travaux, faut plus, quoi. Et ben là, tu sais, tout est plié, c'est trop tard, quoi. Donc après, il faut limite que tu vois avec ton apport personnel, etc. Finalement, on a fait les choses différemment, on a pu trouver des solutions, etc. Après, bon, j'ai quand même eu cette histoire de plafond à faire refaire. Maintenant, c'est à moi de voir, parce qu'il y en a qui me disent que c'est peut-être aussi à ma propriétaire de payer. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais moi, ce que je conseillerais, c'est que avant d'acheter, tu vois, si j'avais su, j'aurais poussé plus le truc avec des artisans, tu vois, avant d'acheter. Aujourd'hui, si je devais refaire un autre magasin, c'est ce que je dirais. Je demanderais à des artisans, voilà, toi sur la partie électricité, qu'est-ce que tu en penses? Toi sur la partie maçonnerie, etc., qu'est-ce que tu en penses? Ou même cet architecte qui lui avait l'habitude, d'ailleurs il me l'avait dit, il me dit, bah là tu sais, ça sera pas aux normes, ça c'est sûr, il faudra que tu le comptes. Il y a des choses qui sont pas aux normes, qu'il faudra que tu refasses, tu n'auras pas le choix. Ça va te coûter à peu près tant. Tu vois, lui m'avait déjà averti sur certaines choses, mais il y avait des choses qui n'étaient pas forcément visibles, qui sont apparues après. Et, vraiment, et ça, là, tu vois, j'ai eu durement, enfin, ça a été dur aussi à encaisser parce que depuis que je suis ouverte, je cumule un petit peu tous ces trucs-là où j'ai l'impression de faire que payer des travaux ou des trucs qui tombent en panne et tu vois ce que je veux dire? Et à chaque fois, je me dis, mais mince, quoi, c'est pas possible. Et donc, au final, même si j'ai pu avoir à un bon prix ce local, puisque finalement, au début, la personne en demandait une somme mirobolante, mais comme c'était un peu un truc mal entretenu, etc., j'avais pu négocier l'avoir à moins. De un, j'aurais essayé de négocier encore un peu plus, ça c'est certain. Et de deux, avant d'acheter, tu vois, j'aurais vraiment plus demandé aux artisans de, voilà, estimer un peu plus, peut-être éventuellement pour pouvoir demander plus à la banque ou de faire les choses différemment. Ou peut-être même voir carrément pas acheter ce local, tu vois ce que je veux dire? À dire, bah non, finalement, ça va être un gouffre ou ça va être trop cher de travaux, c'est pas sur lui qu'il faut que je parte, il faut que j'aille voir sur un autre local, tu vois. Donc ça, c'est ce que je dirais, ou c'est vraiment le truc que je conseillerais. Bah, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte en fait qu'il y a toutes ces histoires de normes, donc ça c'est un bon conseil. Alors sur une note plus positive, quelle est la plus belle chose dans ton nouveau métier? Oh, c'est dingue, tout. Enfin, alors déjà, je m'éclate. On m'a toujours dit, tu vois, là, à partir du moment où tu fais pour toi, tu n'as plus cette impression d'aller travailler tous les matins. C'est complètement vrai. Je vois pas du tout les heures passer et c'est toutes les rencontres. Et très souvent, je le dis, en fait, pour moi, je n'ai monté qu'un concept, tu vois, une friperie. Et je ressens énormément d'engouement, mais moi, j'arrive pas trop à me l'expliquer. J'ai énormément d'abonnés Instagram. Je ressens qu'il y a une vraie communauté, que je suis même suivie de loin. Je suis pas forcément que sur la Vendée. J'ai des gens qui me suivent d'un peu partout. Et à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tu vois? Donc, rien que ça, déjà, je trouve ça super chouette. J'ai très souvent le droit à des articles de presse. Toi, tu vois, toi aussi, tu t'intéresses à moi, à me dire, mais c'est complètement fou. D'autres aussi. Et puis aussi, toutes les rencontres, quoi. C'est que de la bienveillance. Et très souvent, en fait, on se fait la remarque avec les filles, avec mon équipe, où les gens sont vraiment adorables. On fait vraiment de vraies belles rencontres. Les gens viennent vraiment avec la bonne humeur. Je m'attendais pas
à un échange comme ça. Enfin, comment dire? Tu sais, je m'attendais, voilà, un magasin, les gens achètent, mais pas du tout. Moi, je me revois au confinement 2 où le magasin était fermé. C'était un peu compliqué. Je m'en souviens, tu vois, tu as un peu le moral au zéro, tu accuses le coup. J'étais toute seule dans ce grand magasin de 200 mètres carrés à faire mes petits travaux. Et je me souviens qu'on frappe à ma porte, tu sais, et c'est une cliente, enfin même pas une cliente, parce que cette femme, j'avais même pas le souvenir qu'elle était venue dans ma boutique, qui était venue m'apporter des petites chouquettes, un café, Ah, faut me remonter tu vois, me remonter le moral. On m'a apporté comme ça des cadeaux, tu vois, des gens qui passent. J'ai eu des gens qui ont fait beaucoup de kilomètres un matin comme ça de Lyon, qui arrivent dans le magasin. Elle me pose une bouteille de vin, tu sais, sur ma caisse. Et puis elle me dit, tenez, c'est pour vous, on vient de Lyon. En plus, c'était en plein dans l'été. Puis je dis, ah bah vous allez rejoindre nos côtes, etc. Elle me dit, non, 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 on arrive de Lyon, on est venu exclusivement pour vous, ce matin en voiture, avec ma sœur, la famille. On voulait absolument, on vous suit depuis les travaux, on adore ce que vous faites, on voulait venir vous voir. Je dis, bah, c'est non, vous avez pris une séance, là, non, non, on repart demain, on repart demain. Je dis, et tu vois, tout ouais. ça, je me dis, mais c'est complètement dingue. Enfin, je vis des trucs comme ça, et à chaque fois, j'ai du mal à le comprendre, mais je trouve ça super chouette, donc j'espère que ça continuera longtemps. Et puis, mais c'est vrai que c'est toutes ces rencontres-là qui sont juste exceptionnelles, qui sont vraiment super. Je pense qu'aussi quand on réalise son rêve, bah déjà ça parle beaucoup enfin ça parle beaucoup aux gens parce que tout le monde a envie de réaliser ses rêves et en plus souvent c'est des rêves que d'autres ont et il y a un engouement en fait. On est un peu porté par les autres parce que tout le monde a envie de nous soutenir parce que par procuration un peu ils ont l'impression de réaliser un rêve en fait. Puis là, c'est pareil, est-ce que c'est confinement ou pas? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que rien que déjà, tu regardes à la télé, les pubs aujourd'hui, elles sont tournées plus sur ce côté, tu sais, ils jouent beaucoup sur ça, les marques, sur ce côté familial, ce retour Mm, à, tu vois, au mm. noyau, à des choses comme ça. Et moi, en fait, pour expliquer un petit peu l'histoire, c'est que donc, j'avais créé ma société en janvier et j'aurais dû ouvrir en fait fin mars. Et puis ben, finalement, au mois de mars, on m'annonce un Covid. Donc, travaux arrêtés, le magasin complètement vide. Et donc, il y a eu des confinements. Donc là, les artisans ont repris leurs travaux pendant 2 mois. Et moi, j'en ai fait énormément de mes mains. Toute la décoration, tout ce qui a été peinture, tapisserie, etc. Tu vois, avec ma belle-maman. Le week-end, c'était avec des copains, mettre le parquet. On y a passé 2 mois à fond dedans. On a fait énormément. Mes enfants sont venus m'aider. Et en fait, j'avais commencé à prendre mon téléphone, mais à aucun moment pour penser à ma publicité. Tu sais, c'était vraiment histoire de montrer encore une fois aux gens, regardez, vous pouvez faire ça, j'ai chiné ça, vous pouvez décorer Mm. avec ça. Et puis, je partageais aussi des astuces, par exemple, tu vois, de teindre des étagères, leur donner un effet foncé avec du marc de café, des choses comme ça. Et puis en fait, je prenais mon téléphone et je voyais en fait que ça commençait à prendre en abonnés, parce qu'il faut se rappeler, hein, j'étais complètement enfermée dans mon magasin sans voir personne. Et quand je publiais pas ma story, le soir, les gens me disaient, bah Elise, on n'a pas eu ta story aujourd'hui. Ah, alors bah, je continuais tous les jours à partager, si tu veux, mes petites astuces comme ça. Donc moi, je montrais à mes enfants qui m'aidaient à faire des étiquettes, à mettre des antivols, ma fille qui faisait la peinture, enfin tu vois, des trucs comme ça. Et puis donc ça a duré 2 mois et puis je voyais bien que ça grandissait en abonnés. Et puis dans la rue, j'allais prendre des petits cafés, des choses comme ça dans le bar en face, etc. Et il me dit, tu verras, tu auras du monde à l'ouverture. Puis je dis, mais du monde à l'ouverture, pourquoi? Enfin, il me dit, mais si, ça parle de toi, tu verras. Et effectivement, quand j'ai ouvert, eh bien, j'ai eu 3 jours de queue, en fait, énorme à ma caisse. J'ai eu beaucoup de monde. Et les gens arrivaient en me disant, c'est génial, on a adoré te suivre, on a adoré ton aventure, c'était super. Et il y en a un, il me dit, je me suis désabonné de Netflix pour te suivre. Bah, j'ai eu pas. Et c'est là, en fait, où tu vois, je me disais, d'un simple truc que je partageais, tu vois, de la peinture, faire le parquet, des trucs comme ça. C'est là où, en fait, j'ai compris que les gens, tu vois, ça rejoint ce que tu disais, où je pense qu'en fait, contrairement aux grandes enseignes où tout est fait, machin, ils se sont identifiés à moi, tu vois, la mère de famille, qui monte son projet avec ses enfants, belle maman qui fait les peintures, maman qui Mm. fait les rideaux. Et je pense que tu vois, ce côté-là, comme tu dis, ou ce côté, ben tiens, elle l'a fait, pourquoi pas moi, etc. Je pense que c'est ça qui a plu. Mais ça a été malgré moi, j'ai jamais calculé tout ça. Et c'est ce qui a fait que la boutique a fonctionné dès le départ. C'est que je pense, oui, c'est même certain que c'est cette histoire qui a intéressé les gens.
Je pense que oui, c'est un bon C'est ça. conseil de dire aux auditeurs de commencer sur les réseaux aussi avant que le projet soit abouti. Parce que j'ai Oui. plusieurs invités qui ont dit que c'était important justement de montrer les travaux, l'avant, montrer le projet. Et C'est donc ça. de pas attendre que tout soit fini pour après avoir une image lisse et parfaite sur les réseaux. Non, justement montrer tout C'est comment on ça. fait. Ben, en fait, ça, c'est encore un autre conseil, et ça, c'est très souvent ce qu'on me dit aussi, c'est qu'apparemment, alors ça, c'est encore, hein, je te dis ce qui me revient souvent, parce que moi, tout ça, je le percute pas du tout. On dit de moi, c'est que je reste quelqu'un, tu vois, d'entière, et comme je te le disais, j'ai jamais calculé. Moi, quand je prends mon téléphone, c'est que j'ai envie de partager la bonne humeur, j'ai envie de partager la bonne ambiance, et c'est pas dans le but, et pourtant, tu vois, avant, j'ai travaillé dans le marketing, où on pourrait dire, on pense à tout, la telle date, je fais ça. Pas du tout. Et c'est ce qui plaît, je pense, aux gens, et parce que je parle avec le cœur et la passion. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux juste pour publier une photo, dire, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, chaussures à 50 Ouais. euros. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut vraiment les emmener avec toi et puis parler avec le cœur. Mais ça, après, je l'entends. Il y a des gens que je connais qui ont leur commerce aussi. Et ils le disent. Ils me disent, c'est vrai que toi, tu as cette facilité-là. C'est pas dû à tout le monde de prendre son téléphone et de parler comme ça face aux gens. Ça, je l'entends complètement. Mais c'est un conseil de ne pas se poser de questions et de faire partager l'aventure et de le faire avec le cœur, mais de ne pas calculer. Si tu calcules trop, ça se voit d'ailleurs que c'est calculé. Et je pense que tu désintéresses aussi les gens. Bah, ça, Enfin, moi, je le vois comme c'est un ça. super conseil et ça se ressent, je trouve, dans tout ce que tu partages depuis le début. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Une reconversion réussie, pour moi, c'est quand tu te sens accompli, quand tu te sens enfin à la bonne place. Pour moi, c'est ça. Si tu le fais demain pour l'argent, si tu le fais pour, je pense que, enfin moi je le vois pas comme ça. Encore une fois, je pense que c'est une histoire de cœur. Et aujourd'hui, tu vois, je me sens complètement épanouie, même si c'est dur, même si je verse des larmes de temps en temps, je me sens, mais je sais pas comment expliquer ça, beaucoup plus rayonnante. D'ailleurs, on me le dit, et même par les réseaux sociaux, tu vois, j'ai des amis qui me suivent et qui me le disent. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'on voit que tu t'éclates dans ce que tu fais? On voit que tu es bien. Et ça, c'est ce que je dirais. Je dis, si vous vous sentez, voilà, quand tu te sens heureux, épanoui, à la bonne place, pour moi, c'est signe de réussite et que tu t'es bien reconverti. Bah, ça se ressent en tout cas et ça se voit. Alors, un grand merci Ellie. Je mettrai tous tes liens pour que les auditeurs puissent te suivre sur Instagram. Vraiment, merci beaucoup. C'était super inspirant. Et merci à toi. Merci de m'avoir contacté. Et puis, en espérant voilà, que ça en inspire d'autres. Et puis, n'ayez pas peur, il faut oser. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.